Bonjour, nous allons faire quelques exercices sur le calcul des limites en passant en revue les principales techniques qu'on a vues, hein, en commençant par les techniques élémentaires jusqu'aux équivalents pour l'instant. Voilà. Alors, déjà, donc quand on a ce mot, limite f de x, comme ça, x tend vers a. A, ça peut être 0, 1, plus l'infini, moins l'infini. Et on demande de calculer ça. Ah, déjà, quand on écrit ça, on demande de calculer, ça veut dire qu'il n'y a aucune ambiguïté. Cette limite existe. C'est quelque chose qui existe. Soit c'est un nombre réel, soit c'est moins l'infini ou plus l'infini. On demande de calculer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? La première chose, c'est qu'il faut regarder l'expression. C'est cette nature de cette expression-là qui va nous aiguiller un tout petit peu vers la technique à utiliser. Alors, regardons par exemple ce que nous avons fait en cours sur le calcul des limites. Nous avons dit d'abord, il y a les techniques classiques, c'est-à-dire encadrement, théorème de gendarme, vous voyez ce que je veux dire, les opérations, somme de limites, produit de limites, ainsi de suite, et composé de limites. Après, il y a les comparaisons de croissance. Comparaison de croissance, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on connaît, hein, d'accord? C'est les exponentielles avec les puissances, les logarithmes avec les puissances. Évidemment, il faut avoir un produit ou un quotient. Si on n'a pas un produit ou un quotient, on peut transformer facilement une somme en produit ou en quotient, d'accord? Il y a des exemples qui sont dans le poly. Après, on peut utiliser la dérivée, tout simplement. La dérivée, c'est quand une fonction est dérivable, si, vous voyez, il y a un si ici, si f est dérivable, c'est-à-dire que c'est le cas des fonctions usuelles, hein, les fonctions usuelles, c'est qu'elles sont dérivables sur leur domaine de définition ouvert, hein, on enlève les extrémités, et parfois il y a des fonctions qui sont un peu composées, surtout si on a des logarithmes, des racines carrées, évidemment, il faut voir si ce qui est à l'intérieur du logarithme de la racine carrée est strictement positif. D'accord? Donc, il faut faire attention. Autrement, il y a les limites usuelles. Ces limites usuelles, ben, on les connaît bien. Hein, sinus x sur x, ainsi de suite. Voilà. Et certains cas multipliés par le conjugué. D'accord? Vous voyez, c'est quand vous avez des racines carrées. Vous avez la racine carrée de u. Vous voyez, la racine carrée de u moins v ou la racine carrée de u moins la racine carrée de v. Pour se débarrasser d'une racine carrée, donc tout simplement, on multiplie par le conjugué, ça permet d'avoir une expression a moins b fois 1 plus b, vous voyez, ça nous ramène a carré moins b au carré, et ça supprime les racines carrées. Voilà. Après, on peut faire des changements de variables. Hein. Voilà, par exemple, x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Vous voyez, x tend vers 1, x moins 1 tend vers 0. De manière générale, si x tend vers a, vous voyez, on pose h égale x moins a, et on est au voisinage de 0. C'est très intéressant d'être au voisinage de 0 parce que ça permet de faire ça. Et ça permet de regarder le dernier outil qu'on a vu, l'utilisation des équivalents. Alors, les équivalents usuels, on les connaît, ce sont des équivalents au voisinage de 0. D'accord? Donc, c'est des équivalents au voisinage de 0, donc on va le voir. Les équivalents usuels. Voilà. Ils sont là, les équivalents usuels sont au voisinage de 0. Et évidemment, donc là aussi, on peut avoir une limite en 1, 2, pi, plus l'infini, ainsi de suite. On peut se ramener à 0 en faisant un changement de variable. Et quand vous avez x, ça veut pas dire que ces expressions-là sont valables pour x. Ça veut dire qu'on peut remplacer x par n'importe quelle fonction u qui tend vers 0. Hein. Vous pouvez prendre u qui tend vers 0, vous avez le logarithme de 1 plus u est équivalent à u. Sinus u est équivalent à u. Et la même chose pour les suites. Vous pouvez prendre une suite
1 sur n, bah, logarithme de 1 plus 1 sur n équivalent à 1 sur n, ainsi de suite. D'accord? Donc on peut faire ce genre. Il y a juste quelques garde-fous, hein, on ne peut pas additionner, ça c'est la chose la plus courante. Hein. On n'additionne pas les équivalents, on ne fait pas des compositions hasardeuses et on n'écrit jamais que un équivalent, une fonction équivalente à 0. Hein, d'accord? Voilà, donc nous, on utiliserons essentiellement ça, hein, d'accord? Si une fonction est équivalente à une autre, on peut remplacer le x par quelque chose qui tend vers 0, hein, d'accord? Par exemple, le logarithme, vous voyez, par exemple, le logarithme de 1 plus u, au voisinage de 0, équivalent à u, sinus u équivalent à u, ainsi de suite. Donc nous avons tous les outils. À chaque fois, il faut juste voir lequel il faut utiliser. D'accord? Nous allons regarder quelques exemples. Alors nous allons commencer par une série. À chaque fois, je vais prendre quelques exemples sur les feuilles de TD ou bien quelque chose qui est proche aux feuilles de TD. Vous avez déjà un PDF avec les exercices. Alors, je vais prendre donc, le premier exemple. Je vais prendre donc, le premier exemple. Je vais prendre donc les fonctions f de x égale x exposant x et je vais vous calculer la limite quand x tend vers 0 plus. D'accord? Après, je vais prendre la même chose. G de x, cette fois, égale x moins pi sur 2 sur cosinus x quand x tend vers pi sur 2. D'accord? Et à la fin, je vais prendre h de x égale 1 plus x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Je vais calculer ces limites. Hein, d'accord? Je vais calculer ces limites. Alors, la première. La première, déjà, il y a... Vous voyez ce genre de choses, donc c'est mal écrit f, hein, c'est pas une bonne écriture, ce sont des fonctions qui s'écrivent avec les exponentielles et le logarithme. Hein. On sait que c'est une u de x, comme ça, exposant v de x, ça c'est égal tout simplement exponentielle v de x fois le logarithme de u de x. Évidemment, il faut que u soit positif, hein, la fonction u soit positive. Donc, dans cette optique-là, on a x, ça c'est exponentielle x, logarithme de x. D'accord? Et bien sûr, c'est défini pour x strictement positif. Alors, on a limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de x, donc de x avec le comparaison de croissance, c'est tout simplement 0. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x, logarithme de x, on compose des limites ici, hein, f rangée, ainsi de suite, hein, d'accord? Nous avons des théorème de composition. Donc, par composition, nous avons exponentielle de 0 égale à 1. Ça ressemble à la fameuse convention 0 puissance 0 égale 1. Vous voyez? Alors, maintenant pour le g. Pour le g, c'est x moins pi sur 2 sur cosinus x. Alors, donc, il y a deux façons de faire. Donc, ici, ça ressemble, regardons un petit peu. Quand on a un x moins a, comme ça, et vous avez une limite, vous voyez, vous avez une limite x tend vers a, et vous avez un x moins a ici. Alors, si vous regardez en haut, si vous avez un f de x moins un f de a, eh bien, c'est gagné, la fonction est dérivable, c'est un f' de a. Donc, si vous avez cette chose-là, x tend vers a, vous avez ça, regardez au numérateur pour voir. Hein. Peut-être c'est rapide et ça marche. Hein. Alors ici, l'écriture elle est à l'envers. Hein. Vous voyez, le x moins a, c'est-à-dire x moins pi sur 2, il est plutôt en haut. Hein, d'accord? Il est plutôt au numérateur. Donc nous allons écrire ça comme ça. D'accord? Cosinus x moins pi
sur 2. Alors, ça, c'est égal cosinus x moins cosinus a, c'est-à-dire moins cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0 sur x. Là, c'est parfait. On a f de x moins f de a sur x moins a. Alors, cette limite-là existe, parce que si on pose la fonction cosinus x, on sait qu'il est dérivable dans R, et la dérivée, c'est égal à moins sinus de x. C'est moins sinus de x. Et en particulier ici, la dérivée ici, moins sinus pi sur 2 égale moins 1. Vous voyez? Donc, la limite, tout simplement ici, vous voyez, la limite, c'est moins 1. Cosinus x sur x moins pi sur 2, c'est moins 1. D'accord? Donc, limite. Voilà, égale moins 1. Nous, on veut l'inverse. Alors, l'inverse, ça, c'est différent de 0. Donc, on peut inverser la limite. X tend vers pi sur 2. X égale 1 sur moins 1 égale moins 1 encore. D'accord? Donc là, on a utilisé tout simplement le fait que si limite de x tend vers a de f de x égale L différent de 0, ce sont des résultats qu'on connaît, alors égale 1 sur L. Voilà, ce sont des opérations, c'est pas la peine de rappeler ça, hein, d'accord? D'ailleurs, on peut aussi, nous avons parlé de changement. Tout à l'heure, nous avons parlé de changement de variable. On va le voir tout à l'heure, hein, changement de variable. Est-ce qu'on peut le voir ou pas? Changement de variable. Alors, est-ce qu'on peut faire un changement de variable? Est-ce que ça ne peut donner quelque chose? C'est h égale x moins pi sur 2. Alors, on sait que si x tend vers a, vous voyez, si x tend vers a, on pose h égale x moins a, ça tend vers 0. Et évidemment, après, on remplace x par h plus a, partout. Comme ça, il n'y aura que de h. Alors ici, ça veut dire que x égale h plus pi sur 2. Alors, donc, nous avons pi sur 2. Non, plutôt x moins pi sur 2 sur cosinus x. Alors, on remplace x par h plus pi sur 2. Donc, ça fait h. Donc, x moins pi sur 2 sur cosinus x. Donc, c'est h sur cosinus x, c'est-à-dire cosinus h plus pi sur 2. Voilà. Donc, le cosinus de h plus pi sur 2, donc, à la limite, voilà, c'est des formules qu'on peut apprendre, mais bon, sinon, on regarde sur le cercle trigonométrique facilement. Hein. On regarde sur le cercle trigonométrique. Vous voyez? Là, c'est h, et là, c'est pi sur 2 plus h, donc c'est h plus pi sur 2. Alors, vous voyez, si vous avez le cosinus, d'accord, de h plus pi sur 2, c'est ça, et le sinus de h, c'est ça, vous voyez, ça, et ça, c'est la même chose, hein, d'accord? Ça, c'est la même chose, mais ici, c'est négatif, ici, c'est positif, d'accord? Donc, ça, c'est égal à h sur moins sinus de h. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que limite, c'est une limite classique, hein, d'accord? H tend vers 0 de sinus h sur h égale 1. Donc, on inverse. Limite h tend vers 0 de h égale 1. Donc, ça, il y a un moins ici. Ici, il y a un moins. Donc, la limite, moins h égale moins 1. Donc, on retrouve la même chose. Hein. Donc, quelle que soit la méthode,
n'y a pas de souci avec ça. Hein. On choisit une méthode qu'on maîtrise bien et après, le résultat est le même. Voilà. Donc, le troisième exemple, c'est une racine carrée. Alors, c'est une racine carrée. Ici, on peut toujours dire, ben, pourquoi pas, essayer d'utiliser une multiplication par le conjugué. Qui sait, ça peut aboutir. Hein. Alors, au voisinage de 0, ça veut dire quoi au voisinage de 0? C'est-à-dire qu'on est dans un intervalle qui contient 0. Alors, par exemple, ici, vous voyez, 0, on a de moins 1 à. Il faut que x soit différent de moins 1 pour que la racine carrée soit non nulle, soit définie. Alors ici, si x appartient à ça ici, à moins 1 à, on a 1 plus x supérieur à 0. D'accord? Donc, c'est défini ici. Hein. Donc, on peut multiplier par le conjugué. Donc, 1 plus x moins 1. 1 plus x plus 1 sur... Ah non, on n'oublie pas le x fois x plus 1 plus 1. Voilà. Eh bien, maintenant, on calcule au numérateur. Le numérateur, ça ressemble à a moins b fois a plus b, hein, c'est-à-dire 1 plus x moins 1, hein, d'accord? Sur x fois x plus 1 plus 1. Donc ça, c'est égal. Donc, voilà. Donc, c'est égal. On a simplifié. Ça, c'est égal 1 sur 1 plus x plus 1. On a changé la fonction. Voilà. On a multiplié par le conjugué. Ça change l'expression de la fonction. Alors maintenant, nous avons limite x tend vers 0 de la première fonction. C'est exactement la deuxième. 1 plus x. Alors quand x égale 0, il n'y a pas de... Le dénominateur n'est pas nul ici. Hein. Si on remplace x par 0, ça fait 1 plus 1 égale 1 demi. Voilà. Maintenant, on peut aussi regarder, parce qu'on a un x en bas, vous voyez, on peut regarder, on a limite, on a 1 plus x moins 1. Ça, c'est racine carrée, vous voyez, 1, c'est égal à racine carrée de 0 plus 1. Et ici, c'est x moins 0. Ça ressemble à comme ça. F de x moins f de 0. X moins 0. Avec f de x. Racine carrée de 1 plus x. Alors, ici, on est dans un voisinage de 0, par exemple, moins 1a. Dans moins 1a, on a, vous voyez, on rappelle le résultat sur la dérivabilité. Si on a racine carrée de u, alors il est défini, bien sûr, ce u positif, mais pour la dérivée, il faut que u soit strictement positif, d'accord? Et on a ça. U' sur 2 racine carrée de u, d'accord? On divise par la racine carrée. Alors ici, sur moins 1a, la racine carrée est positive, strictement. La fonction 1 plus x est dérivable, la racine carrée est dérivable, donc c'est une composée de fonctions dérivables. Donc la seule chose à vérifier, c'est 1 plus x est positif. Donc par composition de fonctions dérivables, cette fonction est dérivable. Et nous avons f' de x égale 1 sur 2 plus a. Et f' de 0 égale à 1 demi. D'accord? Parce que ici, on travaille en 0. Et la conclusion, c'est la limite quand x tend vers 0, donc de 1 plus x moins 1 sur x moins 0 égale la limite quand x tend vers 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale f' de 0 égale 1 demi. Vous voyez, c'est la même chose. Maintenant, on regarde d'autres exemples. D'accord?
Exercice 2. Alors, exercice 2, nous allons prendre des choses où nous pourrons utiliser des équivalents, des limites usuelles, ainsi de suite. Donc, nous allons prendre, par exemple, en 0, sur sinus carré x, limite quand x tend vers 1, logarithme de x sur x moins 1, d'accord? Et donc, ça c'est la limite quand x tend vers 1 de sinus px sur logarithme de x. Et enfin, la dernière limite. Alors, la dernière limite, c'est 1 en 0 moins cosinus x sur 9. Encore une racine carrée. Voilà. Donc, nous allons faire. Alors, quand il y a à faire des équivalents, des limites usuelles, ça saute aux yeux, parce que les équivalents et les limites usuelles, c'est toujours un sinus x sur x en 0, le logarithme de 1 plus x sur x, 1 moins cosinus x sur x au carré, ainsi de suite. Des fois, les opérations sont un peu pas évidentes du premier coup, mais il faut faire un peu de changement. Hein. On fait un petit peu de changement et on retrouve les expressions qu'on veut. D'accord? Donc, regarde. 1 moins cosinus x, bah, nous savons ce que c'est. D'accord? 1 moins cosinus x, donc c'est au voisinage de 0, hein, parce qu'on fait la limite en 0. Donc on a 1 moins cosinus x au voisinage de 0, c'est x carré sur 2. D'accord? Voilà la première chose. La deuxième, j'écrirai plutôt ici, la deuxième. D'accord? La deuxième, c'est que sinus x au voisinage de 0, c'est équivalent à x. Donc aussi, on multiplie sinus x fois sinus x, d'accord? Et équivalent à x fois x, c'est compatible avec le produit, d'accord? Donc sinus x au carré équivalent à x au carré, d'accord? Alors on en déduit que 1 moins cosinus x sur sinus carré x équivalent au voisinage de 0 à x carré sur 2 fois x au carré, d'accord? Égale 1 demi. Et nous savons donc que si f est équivalent à g au voisinage d'un point A et limite de g existe, alors dans ce cas-là, la limite de f existe et elle est égale à la limite de g. Pour abréger, on dit tout simplement deux fonctions équivalentes ont la même limite. Sous réserve bien sûr que cette limite existe. D'accord? Donc ici, la fonction g, c'est un demi. D'accord? Donc la limite voilà, donc c'est réglé. Maintenant, logarithme de x sur x moins 1, eh bien, ici, la limite, il est en 1. D'accord? Alors, on a logarithme x sur x moins 1. Alors, x tend vers 1, on compose h égale x moins 1. Donc, on pose. Et donc, ce qui est équivalent à dire que x égale à h plus 1. Ou bien 1 plus h. D'accord? Alors, donc, logarithme. Cette chose-là, elle est égale. Logarithme de x, ça devient logarithme de 1 plus h.
x moins 1, ça devient h. Et ça, c'est une limite usuelle. Ça, c'est quand h tend vers 0, cette limite est 1. Donc, la limite de logarithme de x sur x moins 1, c'est égal à 1. Quand x tend vers 0, bien sûr. D'accord? C'est égal à 1. Donc, vous voyez, avec les équivalents, on change un petit peu et les limites sont rapides. La troisième limite, c'est sinus px sur logarithme de x. Alors, x tend vers 1. Donc, h égale x moins 1. Pour y voir plus clair, hein, ce qui est équivalent à dire que x égale 1 plus h. D'accord? Et le h, il tend vers 0. Alors, regardons. Sinus px égale sinus pi fois 1 plus h égale sinus ph plus pi. Sinus ph plus pi. Alors, la sinus plus pi, ça aussi, c'est une formule qu'on peut apprendre, c'est moins sinus. Autrement, on peut regarder sur le cercle trigonométrique. Si on regarde sur le cercle trigonométrique, c'est juste pour voir, hein, d'accord? Vous faites comme ça. Vous avez x, un angle qui est ici. Vous faites pi, il est là. La symétrie. Hein, par rapport à où, hein. Donc, c'est plus pi ou moins pi. Hein, c'est la même chose dans un sens ou un autre. Alors, plus pi, d'accord? Donc, on tourne comme ça. Vous voyez bien ici, ça c'est le sinus de x. Et ça c'est moins sinus x, c'est-à-dire sinus alpha plus pi égale moins sinus alpha. Hein, d'accord? Voilà. Donc, sinus px finalement égale moins sinus h. Et logarithme de x, c'est le logarithme de 1 plus h. Et tout ça, c'est compatible avec le quotient. Donc, on a sinus px sur logarithme de x, c'est égal donc, à moins sinus ph sur logarithme de 1 plus h au voisinage de 0. Ça, c'est équivalent. Le moins est là. Donc, sinus x, c'est équivalent à x. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine d'écrire ce genre de choses. Hein, vous voyez? Sinus x en 0, c'est x. Du moment où grand X tend vers 0, ça dépend. Ici, grand X, c'est pi fois h. Hein, d'accord? Donc, c'est pi fois h sur logarithme de 1 plus h, ben, c'est h. Vous voyez? Donc, ça simplifie, c'est égal à moins pi. Alors, deux fonctions équivalentes ont la même limite, c'est-à-dire limite h tend vers 0 de moins sinus ph sur le logarithme de 1 plus h égale moins pi, et par changement de variable, donc la limite de sinus, ainsi de suite, sinus px sur le logarithme de x, ben, c'est égal à moins pi. Voilà pour cette limite. D'accord? Après, donc, pour l'utilisation, comme j'ai dit, pour l'utilisation, donc, faites bien attention, donc il n'y a pas grand-chose à vérifier. Ici, vous posez grand X égale 2X si vous voulez, ben, ça tend vers 0, ou vous pouvez remplacer X par 2X, par 3X, par 4X, parce que ce que vous voulez, absolument, hein, d'accord? Du moment où vous êtes toujours au voisinage de 0. Par exemple, regardez, vous avez limite quand X tend vers 0, tangente X, tangente 4X sur sinus 3X. Bon. Ben déjà, vous voyez, vous avez le sinus. Déjà, vous avez le sinus
Et le tangente, c'est la même chose au voisinage de 0, parce que tangente x, c'est quoi? Tangente x, c'est cosinus x. Et au voisinage de 0, le sinus, c'est équivalent à x. Et le cosinus, c'est équivalent à 1. Parce que la limite, vous voyez, la limite, quand x tend vers 0 de cosinus x, égale à 1. Alors, si une fonction tend vers L non nulle, elle est équivalente à L. D'accord? Donc, on a tangente x. Ça aussi, c'est un équivalent usuel. Parce que le sinus sur cosinus, en 0, le cosinus 0, c'est 1, ne pose absolument aucun problème. C'est le sinus, hein. La tangente x, c'est équivalent à x, exactement comme le cosinus, comme le sinus. Donc, on a tangente 4x sur sinus 3x. Eh bien, tangente de 4x est équivalente à 4x. Vous voyez, c'est comme s'il y a un grand x qui est égal à 4x. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. Ici, c'est 3x, donc égal 4 tiers. Ça veut dire que la limite, c'est 4 tiers. Vous voyez, c'est rapide. Hein, il ne faut pas être impressionné par les 3, 4, je ne sais pas. Hein, d'accord? Alors, donc, une dernière limite de ce genre-là, avant de regarder avec l'exponentielle, c'est la limite x tend vers pi sur 2, pi moins 2x, tangente x. Alors évidemment, toutes les limites sont des formes indéterminées. Alors vous voyez ici, quand x tend vers pi sur 2, on a 0 fois l'infini, parce que tangente tend vers l'infini, d'accord? C'est 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. De toute façon, c'est même pas la peine de se poser la question. Toutes les limites qu'on a sont des formes indéterminées. Alors, donc maintenant, ici, on pose h égale x moins pi sur 2, c'est-à-dire x égale h plus pi sur 2. D'accord? Donc, A, c'est égal. Alors, donc, on a pi moins 2x. Si on prend pi moins 2x, vous voyez, on prend pi moins 2x, ben, c'est égal tout simplement pi moins 2 h plus pi sur 2. Alors, c'est pi moins 2h moins 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire moins pi. Vous voyez, donc hop, donc c'est moins 2h. Donc, on a moins 2h fois la tangente de h plus pi sur 2. Voilà, notre nouvelle fonction, ça s'écrit comme ça. On a encore un pi sur 2. Donc, on a encore un pi sur 2. Eh bien, tangente h plus pi sur 2. Alors, le pi sur 2, ça change toujours un sinus ou un cosinus. On l'inverse, soit sinus, soit le cosinus. Il faut faire attention au moins 1. Hein, d'accord, c'est tout. Donc, ça, c'est le sinus de h plus pi sur 2 sur le cosinus. Alors, il faut faire juste attention. Donc, le sinus, ça devient un cosinus. Et le cosinus, ça devient moins sinus. D'accord? Parce que quand vous faites cosinus h plus pi sur 2, vous passez de l'autre côté, ça devient négatif. Donc, c'est moins sinus h. Et il n'y a pas mieux que faire, bon, un petit cercle toujours, comme ça. Et vous regardez, d'accord? Regardez, vous faites un angle x ici, ou alpha. Vous voyez, vous avez le cosinus ici. Ça, c'est le cosinus. Ça, c'est le sinus. Alors, si vous faites pi sur 2, vous voyez, c'est le même angle auquel vous ajoutez un angle droit. Vous voyez, ça, c'est h plus, ça, c'est alpha plus pi sur 2. Vous voyez? Alors là, ça, c'est le cosinus. Cette chose-là, le sinus de pi sur 2 plus h, c'est exactement le cosinus de alpha, ici. Hein, d'accord? Ça et ça. Alors, ça, c'est le sinus de alpha plus pi sur 2. Ça, c'est le cosinus de alpha. D'accord? Par contre, si on fait ça de ce côté-là, le cosinus, vous voyez le cosinus ici,
à la ligne négative. Et le sinus alpha ici, il est positif. Donc, on met un moins sinus, d'accord? Donc, cosinus alpha plus pi sur 2, c'est moins sinus alpha. Il faut apprendre ces deux formules-là, d'accord? Finalement, donc, nous avons x tangente x égale tout simplement à moins 2h. D'accord? Donc, c'est moins 2h fois tangente de h plus pi sur 2 qui est égal à 2h cosinus h sur sinus h. Donc, il y a le moins, 2 fois le moins, donc bon, ça s'enlève, d'accord? Alors, maintenant, la limite, vous voyez h sur sinus h, on connaît bien, sinus x sur x, c'est 1, donc x sur sinus x, c'est 1, d'accord? Donc, ici, on a 2 fois h sur sinus h fois cosinus h. Alors, pas besoin de faire quoi que ce soit. Cette limite-là, on la connaît, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. D'accord? Donc, on va rédiger ça. Limite de h sur sinus h égale 1, ainsi de suite. D'accord? Donc, la limite, c'est 2. Voilà. Après, donc, nous avons la limite, je pense, avec une racine carrée. Alors, c'est une limite avec une racine carrée. Oui, c'est 1 moins cosinus x. « 9 plus x moins 3, la limite quand x tend vers 0. » Alors, nous allons regarder en premier cette racine carrée, d'accord? 9 plus x moins 3, vous voyez? Ça, c'est égal à 9 plus x moins 3 fois 9 plus x plus 3, le conjugué toujours, d'accord? Alors, au numérateur, donc c'est a plus b fois a moins b, ainsi de suite. Donc c'est 9 plus x moins 3 au carré, ça fait moins 9 sur la racine carrée de 9 plus x plus 3 égale x sur ça. Voilà. Donc on a transformé la racine carrée. Eh bien, ça c'est égal 1 moins cosinus x, d'accord? Alors, on fait l'inverse de ça, hein, d'accord? C'est au dénominateur, c'est l'inverse. Donc ça c'est x fois racine carrée de 9 plus x plus 3. Il n'y a plus de moins. Hein. Il n'y a plus de moins. C'est le moins qui est gêné tout à l'heure, donc il n'y a plus de moins. Hein, d'accord? Alors, maintenant, bon, on a deux choses. Hein, d'accord? La première chose, c'est ici. C'est rapide. On a 1 moins cosinus x en 0, c'est équivalent à x carré sur 2. Donc, 1 moins cosinus x sur x, c'est équivalent à x carré sur 2x, qui est égal à x sur 2. Donc la limite, c'est 0. D'accord? Donc on a la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x égale 0. Deuxièmement, limite quand x tend vers quoi ici? Alors, ça tend vers 0, hein, d'accord? Ça tend vers 0, oui. Donc, de 9 plus x plus 3. Alors, x égale 0, donc c'est racine carrée 3 plus racine carrée 3, c'est 6. Donc, 6 fois 0, donc la limite, c'est 0. La limite cherchée, c'est 0. Donc, ça tend vers 0. Voilà. Donc, là, voilà pour le calcul des limites.
Après, bien sûr, on a parlé au début, quand on demande de calculer une limite, c'est que cette limite existe. Mais il faut bien faire attention que ce n'est pas toujours le cas. Il y a bien sûr des limites, des cas de fonctions où il n'y a pas de limite. Parce que peut-être qu'il y a des limites à gauche, des limites à droite qui sont différentes. Mais tout simplement, peut-être qu'il n'y a absolument pas de limite. Par exemple, vous avez l'exemple de sinus x, de cosinus x, et non pas de limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc ça, on le sait, mais on peut l'utiliser aussi. Hein. Par exemple, si je prends sinus, une fonction qui revient toujours, et je regarde quand x tend vers 0, je regarde quand x tend vers 0, eh bien, 1 sur x, ça tend vers... Si x est négatif, ça tend vers moins l'infini. Si x est positif, ça tend vers l'infini. Donc, ça tend vers l'infini. D'accord? Ça tend vers l'infini. Et on l'infini, d'accord? Voilà. On l'infini. Donc, voilà. Sinus x, on l'infini, n'a pas de limite. Donc, cette fonction-là, il n'a pas de limite. Des cas qui posent beaucoup plus de problèmes. Par exemple, vous voyez, si vous avez une fonction comme ça, hein, ex, sinus x, ça c'est beaucoup plus élaboré. Ouais, en plus l'infini, vous voyez, si vous faites en plus l'infini, tout simplement, là, vous avez une fonction qui est bornée, hein, d'accord? Donc, le sinus est de borné, et l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, bon, il n'y a rien, hein? D'accord? Une qui tend vers plus l'infini et une qui tend vers 0, on ne peut absolument rien dire. Par contre, on a un théorème qui nous dit, si une fonction est bornée, une fonction tend vers 0, le produit tend vers 0. Alors, en plus l'infini, ce n'est pas le cas. Par contre, en moins l'infini, c'est plutôt favorable. Alors, regardons, par exemple, en moins l'infini, si x tend vers moins l'infini, la limite, quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x égale 0. Après, on s'arrange avec le sinus. Par exemple, on fait e moins x, sinus x, est plus petit que e moins x. Voilà. Et c'est le théorème d'encadrement. Ce qui est à droite tend vers 0, à gauche tend vers 0, donc ce qui est au milieu, ça tend vers 0. Mais par contre, si je fais x tend vers plus l'infini, ce n'est plus valable. D'accord? Ben, tout simplement, exponentielle x tend vers plus l'infini. Le sinus, ça peut être égal à 1, donc ça va tendre vers plus l'infini. Le sinus va prendre peut-être la valeur de moins 1, donc ça va tendre vers moins l'infini, ainsi de suite. Donc cette fonction, ça oscille, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de limite, mais il faut le prouver. Alors comment on peut le prouver? Alors tout simplement, par exemple, si je prends cette suite n égale 0, d'accord? Si je prends plus pi sur 2, hein, d'accord? Plus pi sur 2, alors j'ai l'exponentielle de np plus pi sur 2 fois sinus np plus pi sur 2, donc je prends carrément 2 np ici, sinus 2 np plus pi sur 2, c'est sinus pi sur 2, d'accord? Ça c'est égal exponentielle de plus pi sur 2, et ça tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une suite ici, la fonction est nulle, donc il tend vers 0. On a une suite ici, la fonction ici, l'image de la suite tend vers plus l'infini. Donc ici, c'est un peu plus élaboré, c'est-à-dire on utilise ce qu'on appelle la caractérisation séquentielle de la limite. Si la limite elle existe, si la limite existait, vous voyez, f de x, en gros, tend vers L, s'il existe, eh bien, vous pouvez mettre n'importe quelle suite. F de xn tendra vers L. Alors, si l'exponentielle de x fois sinus x admet une limite L, alors exponentielle de xn, pour n'importe quelle suite, ça tendra vers cette limite L. Alors, cette limite L, ça sera égal à quoi? Ça soit égal à 0. Ici, avec ce calcul-là, une deuxième suite xn, c'est égal à plus l'infini. Donc ça contredit l'unicité de la limite. On ne va pas s'attarder sur ça, tout simplement regarder donc le cours ou bien le corrigé qui est fait sur le polygone. Voilà.
Donc, si on fait une représentation graphique, on voit ici, vous voyez, le sinus de moins x est exponentielle moins x, c'est comme ça, hein. Par exemple, vous voyez, ça c'est exponentielle moins x, ça tend vers 0. Après, moins exponentielle de x, ça tend vers 0. Alors, si on multiplie par le sinus, ça donne des choses comme ça. Ça monte, ça descend, vous voyez. Le sinus, ça monte, ça descend, mais il est écrasé par le sinus. Donc, il tend vers 0. Par contre, en plus, l'infini, c'est une situation qui ressemble à ça. Vous avez ici l'exponentielle, vous avez ici l'exponentielle. Vous avez quelque chose qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Voilà. Voilà. Donc, c'est suffisant pour les limites aujourd'hui.